Et toujours les mêmes femmes visibilisées, notamment Anne-Sophie Pic, que l'on revoit dans les médias. Et ça interroge finalement de qu'est-ce que l'on montre au-delà des rôles modèles. Alors les rôles modèles sont intéressants et importants, mais qu'est-ce que l'on montre au-delà de ça? Et qu'est-ce que ça dit finalement de ce que l'on publicise et de ce que l'on médiatise? Alors moi, quand j'ai commencé à travailler sur la table ronde, je me disais, comme l'a expliqué Esther ce matin, en fait, les femmes, elles sont là, mais on les voit peu. On les voit peu parce que déjà, elles sont très peu dans les palmarès, en réalité. Très peu sous le feu des projecteurs. Alors ça regroupe pas mal de chiffres, parce qu'il y a une étude qui a été faite en 2020 qui montre que les célébrités les plus médiatisées dans la presse française, il y a seulement 19,3% de femmes. Par ailleurs, il y a de nombreuses études et recherches qui tendent à montrer que le Covid a engendré une baisse massive de la présence des femmes dans les médias. Parce que les femmes, elles sont retournées aux cuisines, les cuisines domestiques, pas celles qui attirent les honneurs. Elles ont fait tourner le foyer, elles se sont occupées de leurs enfants, de l'école à la maison, etc. Et ça ramène à ce que je disais ce matin sur finalement une visibilité très fragile, puisqu'il suffit de pas grand-chose pour eux devenir invisibles. Alors aujourd'hui, on va parler de la médiatisation des femmes dans l'alimentation, des fachefs, des femmes expertes aussi du milieu qui publient et créent du contenu, les blogueuses, les pages Instagram, les youtubeuses, les livres de recettes. Et justement, ce livre de recettes, ça c'est un vrai sujet. Est-ce que c'est un outil d'asservissement domestique ou bien est-ce que c'est un vecteur d'émancipation et de transmission du savoir? Et si on va encore plus loin sur les enjeux de médiatisation, on peut aussi s'interroger sur le corps gourmand, le corps des chefs aussi, sur les traces corporelles visibles et invisibles, sur la minceur comme valeur de santé, valeur morale, comme aussi élément de domination sur les corps féminins. Et donc, je suis très bien entourée pour parler de tout ça cet après-midi. Je suis très heureuse d'être si bien entourée. Alors, je vais me présenter successivement, puis je vous poserai à chacune une question. Et je vais commencer avec Vérane, qui pendant presque 10 ans, donc on se tutoie, c'est plus simple. Voilà, tu as été journaliste donc cinéma sur MCM puis Canal+. Tu es productrice et co-scénariste, notamment du documentaire Steak Révolution. Puis tu as réalisé, je l'ai dit ce matin, à la recherche des femmes chefs en 2016. Dans la continuité de ce travail, tu as fait ce très bel ouvrage, vraiment que je conseille très chaudement. Elle cuisine, recettes et confidences, qui est un panorama de 42 chefs à une échelle internationale, mondiale, avec des interviews, des portraits croisés, des recettes. Enfin, c'est vraiment une bible en fait. Plus récemment, tu as fait cet ouvrage, Marseille, cuisine du monde, où là aussi, il y a une belle part donnée aux femmes chefs. Et puis, il y a eu l'ouvrage Chef, fait avec Esther Bayani, dont j'ai parlé ce matin. Alors justement, lorsque tu as dressé ce panorama de ces 42 femmes chefs dans l'ouvrage Elle cuisine, qu'est-ce qui t'a marqué sur ces enjeux de visibilisation et d'invisibilisation des femmes professionnelles de la cuisine? Pas mal de choses en fait, parce que je suis arrivée face à des femmes débordées, de toute façon à chaque fois, et indisponibles, qui prenaient le temps de répondre à mes questions entre deux choses qu'elle faisait en cuisine, et dans des restaurants finalement souvent plus petits, moins bien financés, avec une équipe moindre, mais la grande envie de prendre la parole et de s'exprimer, parce qu'effectivement elles avaient l'impression qu'il était temps, et surtout qu'elles avaient beaucoup de choses à dire. Et bien entendu, comme toutes les femmes, les premières choses à dire, ce n'était pas les plaintes ou les problématiques, ne pas forcément parler des problèmes vis-à-vis de leur sexe, leur genre, mais plutôt de leur point de vue. Elles voulaient parler de leur point de vue, de leur façon de voir les choses, de ce qu'elles voulaient pour la gastronomie, raconter leur histoire, comment elles en étaient venues à se mettre en avant dans leur famille, à se faire passer en premier. Et c'est ça qui m'intéressait vraiment, parce que j'ai toujours traité la gastronomie comme une étude, un outil pour étudier la société, la questionner, la faire changer. Et donc elles parlaient souvent aussi de leur passion et de la façon dont elles avaient décidé à un moment donné d'en vivre, d'essayer d'en vivre. Et pour moi, toutes étaient des formidables battantes, des rôles modèles en fait dont on avait besoin. Et je comprends
j'ai compris aussi pourquoi les hommes tardaient à les mettre en avant. C'est que c'était des rôles modèles alternatifs, en fait, qui allaient, bien entendu, donner des suites, donner envie à d'autres femmes de se lâcher, de se faire passer en premier, d'y croire, de croire en leur rêve, de rêver grand et de foncer, d'oser. Depuis ce matin, on en parle, oser, oser, oser. Ces femmes chefs-là osent. Et donc, pour nous, il est essentiel de les mettre en avant. Enfin, c'est ce que moi, je me suis dit, notamment en faisant le documentaire, et après, en faisant le livre, en les photographiant, et au-delà de ça, après, on peut aussi parler de différences entre les pays. Et là, on dit que Anne-Sophie Pic est la seule dont on parle en France, mais il faut se souvenir, enfin, il faut réaliser en fait que sur les 7 femmes chefs 3 étoiles dans le monde, 4 sont françaises, dont 3 ne sont pas en France. D'accord ? Dominique Crène, elle est aux États-Unis, Hélène Darroze a ses 3 étoiles en Angleterre, mais pas en France. C'est quand même hallucinant. Et Annie Féol, dont on a parlé ce matin. Donc, il y a un vrai problème en France, qui bien entendu qui est lié au poids de la tradition, mais qui est aussi lié à quel point la société française est figée. On le voit sur toute la diversité, de toute façon, y compris avec les femmes. Donc il y a des grosses différences. En Amérique du Sud, les femmes sont beaucoup plus décomplexées, en fait. Même en Espagne, déjà. Elles sont plus fortes, elles s'assument, et elles s'excusent moins. Et après, si on peut parler d'une autre française, Dominique Crène, c'est pour moi le prototype de la femme décomplexée qui ose être qui elle veut, qui va de l'avant, qui ne s'excuse pas, qui défend en fait les sujets qui elle l'intéressent et lui tiennent à cœur. Et j'ai tendance à penser qu'elle n'aurait jamais eu 3 étoiles en France. Non ? Et après, elle est lesbienne. Alors c'est un autre sujet, mais effectivement pour ce que j'ai vu aussi dans les brigades, parce que c'est pas seulement chez les chefs, mais dans les brigades, celles qui s'en sortent le mieux, ce sont les homosexuels. Parce qu'à ce moment-là, un déclic se fait dans le cerveau des mecs qui se disent « Ah d'accord, mais en fait, elle aussi, elle veut mater les nanas. » Et donc, ça veut dire que leur comportement change complètement. Dans leur texte, ils disent « Ça ne sera jamais possible avec elle, mais par contre, ça va être ma pote, ma copine, et ensemble, on va pouvoir rigoler des mêmes choses. » Donc il y a, pour les homosexuels, une autre problématique qui est de faire comprendre que nous, on va pas faire les bonnes grosses blagues bourrines avec les mecs sur les nanas et les seins des nanas. Mais effectivement, c'est elle qui avance le plus vite dans les cuisines. Et ça n'a rien à voir avec un aspect physique. C'est parce qu'avec elle, on va pas pouvoir... Enfin, bon, ils ont l'impression de pouvoir faire des blagues bourrines et ça va pas la choquer. Et en même temps, c'est pas la peine de mettre la main au cul parce qu'elle s'en fout. Voilà. Donc, je suis partagée là-dessus, hein, je ne vais pas vous dire à toutes soyons homosexuels, mais effectivement je l'ai remarqué. Voilà. Après, un gros manque de confiance en soi, chez beaucoup, mais ça on l'a vu avec Estérel, la difficulté de dire je suis chef, mais la facilité avec laquelle les femmes traitent les hommes et les femmes de la même façon dans une brigade. Ça m'a aussi beaucoup étonnée. Aussi bien Aline Grattard, mais que Camille Zedler en Bolivie, elle parle aux garçons et aux filles de la même façon, et ça fait une grosse différence en fait. Donc quand on me dit qu'il y a un management féminin, c'est pas tant la douceur et tout ça, parce que moi je vois pas de femmes chefs qui réussissent, qui sont douces. Est-ce que tu pourrais faire ça ? Non, ça marche pas. Je pense même à Sophie Pic, dit à un moment donné ça va être comme ça, et puis voilà, c'est bon. Mais par contre, traiter de la même façon les hommes et les femmes, ça j'ai vu beaucoup de femmes le faire, et ça marche, ça fonctionne. Elles n'ont pas spécialement envie d'ailleurs de ne travailler qu'avec des femmes. Les 3 quarts des brigades sont mixtes chez les femmes chefs. Voilà. Après, elles n'ont pas de temps. Donc elles n'ont pas le temps de communiquer, elles n'ont pas le temps de venir dans les festivals. La première réponse à un email d'invitation, c'est de dire non, j'ai pas le temps pour une femme chef. Et après, si on les travaille encore en leur expliquant qu'on va s'arranger, tout ça, elles finissent par venir. C'est pas qu'elles en ont pas envie, c'est que c'est effectivement dans le planning, il n'y a pas la place. Et cette histoire de sous-financement est cruciale, mais c'est aussi dû à la jeunesse avec laquelle elles créent leur restaurant, parce qu'elles sont obligées en fait de le faire pour survivre, parce que dans les brigades, on les laisse pas avancer ou on les maltraite, et donc en fait, au lieu d'en faire un problème, je trouve qu'on devrait en faire une force et de reconnaître que ces femmes chefs
En France, on a notamment Laetitia Lys, Colline Folquier, toutes ces femmes qui se sont lancées jeunes, en fait, pour avoir leur propre restaurant. Mais bravo, bravo. Alors oui, les restaurants sont plus petits, oui, il y a moins d'équipes, oui. Enfin, pour moi, c'est des héroïnes, oui, vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je vais passer à Déborah, notre future Dijonnaise. Donc, Déborah, toi, tu es universitaire de formation juriste, et puis en 2007, tu as tout plaqué, parce que voilà. Et un jour, tu nous expliqueras plus en détail. Et tu as fait une formation pour reprendre la librairie gourmande. Et ta librairie, c'est devenu la librairie de référence. Qui ne connaît pas Déborah Dupont-Daguet dans le domaine? Je crois personne. Et par ailleurs, comme tu t'ennuies beaucoup et que tu fais pas grand-chose, entre ta boutique, ta chronique sur France Inter, tu es aussi autrice d'ouvrages. Alors moi j'ai le dernier, qui c'est dédicacé, sur la brioche de nos rêves, après avoir fait les boulettes de nos rêves, et c'était les cookies de nos rêves. Voilà. Et c'est très bien fait, je le conseille vivement. Et donc prochainement, à partir du 6 mai, on te retrouve à la Cité internationale de la gastronomie. Alors justement, quand on parle de livres, qui écrit des livres aujourd'hui de cuisine? Est-ce que les femmes occupent une place particulière et singulière sur ce marché? Notamment parce que si on regarde sur les réseaux sociaux et Internet, en fait, c'est quand même beaucoup les femmes qui créent du contenu. Est-ce que finalement, il y a une forme de continuum entre les réseaux sociaux et ce qu'on peut voir en ligne et qui produit des livres? Pour comprendre en fait qui écrit des livres de cuisine, il faut d'abord parler un petit peu financement et rémunération. Et je rejoins, vous verrez, il y a des analogies avec ce que disait Véran. Un livre de cuisine, donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà c'est très mal payé par rapport au travail qui est fourni. Donc en fait, vous concluez un contrat avec un éditeur, vous allez avoir ce qu'on appelle un avaloir, c'est-à-dire une somme fixe qui va être versée en 2 temps généralement, une partie à la signature du contrat et le solde au moment de la remise du manuscrit final. Et ensuite, vous avez des droits d'auteur, donc qui sont, parlons un petit peu chiffres, les avaloirs, ça va être 1500, 2000, 3000, allez, si vous êtes à 6000 €, vous êtes vraiment sur un super bouquin, qui va demander plusieurs mois de travail. Et ensuite, les pourcentages de droits d'auteur, ça va être 4, 5, 6%. Si vous êtes à 6%, vous êtes au top du top. Les droits d'auteur ne commencent à tomber qu'une fois que vous avez soldé l'avaloir. C'est-à-dire que les premiers exemplaires vendus, tant que vous n'êtes pas arrivé à la hauteur de l'avaloir, vous ne touchez pas le droit d'auteur. Donc il va falloir d'abord en fait rembourser en quelque sorte ce premier financement. Donc ça vous paraît peut-être beaucoup de recevoir 3, 4, 5 000 € pour un manuscrit, mais il faut imaginer que c'est un travail à temps plein qui va durer des semaines, des mois, des années parfois. Et donc finalement, si vous lissez ça sur ensuite la vie d'un livre, à part un Cyril Lignac, à part une Julie Andrieux, une Sophie Dudemaine, un Christophe Felder, il n'y a pas réellement beaucoup de personnes qui arrivent à vivre du livre, que ce soit du livre de cuisine ou du livre général. Donc une fois déjà qu'on a traité ça, la problématique, effectivement, c'est qui écrit des livres de cuisine. Alors, on va évacuer les livres de chefs. Les livres de chefs ne sont pas écrits par les chefs. Voilà, déjà, c'est fait. Un chef, il sait faire une fiche technique, moyennement, mais allez, vous allez quand même avoir un petit truc. Donc, une fiche technique, c'est quoi? C'est vaguement des ingrédients, des proportions, un temps de cuisson, vaguement, hein. Ça peut être fait cuire pas trop longtemps, il faut pas trop chaud. Donc voilà, et souvent dans des proportions de restaurant. Donc quand tu l'adaptes pour un livre grand public, il faut être capable de faire une règle de 3, donc pour avoir un truc 6-8 personnes, ce qui explique aussi que beaucoup de livres soient pas bons sur les proportions. Et donc il y a quelqu'un qui va devoir retranscrire ça en langage vulgaire. Donc un travail de ce qu'on appelle vulgairement le nègre dans le secteur littéraire. Donc les livres de chef, vous voyez le nom du chef en couverture, généralement en très gros, hein, c'est lui. Et parfois, si on a de la chance, en couverture, on a le nom d'un auteur ou d'une autrice. Alors certaines commencent à être connues dans le secteur. On a Shiro Masui qui fait beaucoup de livres de chef, Philippe Toinard, Estérel qui en a fait aussi un certain nombre. Donc on se rend compte que souvent ce sont des journalistes. Ce sont des journalistes, c'est-à-dire des personnes qui ont aussi à côté un autre mode de rémunération. De la même manière, sur les livres grand public, vous avez... Alors la plupart du temps, il n'y a même pas d'auteur en couverture. C'est la plupart des livres, en fait, on a le titre, on a l'éditeur qui apparaît en gros,
Et éventuellement, vous ouvrez la couverture et sur la page de garde, là, vous pourrez avoir un auteur, ou parfois c'est des collectifs, ou parfois on sait pas trop, mais il y a effectivement un côté très, très anonyme. Ce qu'il faut aussi avoir en tête avec ce que je vous raconte, c'est que la rémunération dépend au final du prix de vente du livre. Donc ça, réfléchissez-y à chaque fois que vous achetez un livre de cuisine. Quand vous achetez 30 ou 40 recettes à 5,95 €, ça aura demandé à l'auteur le même boulot que sur un livre vendu à 19,95 €. Par contre, la rémunération, elle sera divisée quasiment par 4. Parce qu'ils n'auront pas plus de pourcentage de droit d'auteur. Hein. Mais faire une recette, que ça soit une recette dans un livre à 5 balles ou à 20 balles, c'est le même travail. Donc il y a quand même un vrai souci. Donc qui écrit des livres de cuisine? Des gens, clairement, qui ont un mode de revenu alternatif. Alors, les journalistes, très souvent, ils ont une précarité du métier de journaliste. Ils touchent des piges. Ils ne sont pas en CDI, ils n'ont pas de stabilité, ils peuvent être remerciés du jour au lendemain. Donc, ils ont l'habitude de ne pas avoir d'argent. Et donc, c'est vrai qu'ils vont aussi compléter un mode de rémunération précaire par un autre mode de rémunération précaire. Donc, on retrouve beaucoup ça. Les influenceurs qu'on voit arriver dans le secteur de la gastronomie, c'est pareil. C'est très souvent, ils ont des partenariats avec des marques. Alors ça permet pas de payer le loyer à la fin du mois. T'es content, tu reçois un panier d'une marque de l'agroalimentaire pour faire des recettes avec leur confiture ou avec leurs légumes ou quoi que ce soit. C'est bien, mais ça te permet pas de payer ton loyer. Et c'est vrai que ça, en fait, on a il n'y a pas de professionnalisation dans ce métier. N'importe qui peut écrire un livre de cuisine, mais clairement, vous pouvez pas en vivre. Donc vous êtes obligé à côté d'écrire des communiqués de presse. Vous êtes obligé à côté d'avoir des partenariats avec des marques, de faire de l'influence, c'est toujours de la magouille, c'est toujours de la débrouille, c'est d'une précarité folle et c'est très féminin. C'est très féminin. Alors, on a quelques hommes, on a clairement des hommes qui publient très régulièrement des livres grand public, mais très majoritairement ce sont des femmes. Alors ce sont aussi des femmes parce que tu peux t'organiser comme tu veux pour écrire un livre. Si tu veux l'écrire entre 2 et 6 heures du matin en plus de ton boulot et de ta famille, bah c'est bon, c'est open, on le fait toutes. Clairement, on écrit un livre en dehors de nos heures de travail, en dehors de nos heures de présence familiale, en dehors de notre vie. Donc on empiète sur quoi? Sur notre temps libre, sur notre santé, sur plein de choses. Et c'est, je pense, ce qui attire peut-être aussi beaucoup de jeunes femmes qui se disent que finalement elles vont pouvoir faire ça, elles vont pouvoir s'organiser. Sauf que clairement, au temps passé, c'est pas suffisamment rémunérateur. Il y a un vrai souci, il y a un vrai souci global dans le secteur dont les éditeurs ne veulent pas se saisir. Ça fait partie des tabous. On parle pas de rémunération dans ce secteur. Et je pense qu'il n'y a aucune conscience de l'invisibilité, de l'invisibilisation des auteurs et des autrices. Je fais exprès quand même de parler des hommes parce que, même si c'est majoritairement féminin, les hommes sont tout autant concernés. C'est pas un problème de genre qui va déterminer la mauvaise rémunération. C'est structurellement l'emploi qu'il y a derrière et le statut ultra précaire. Donc, dites-vous bien, les livres sont écrits par des personnes qui adoreraient peut-être pour certaines faire ça à temps plein, mais ça n'est pas possible, qui sont obligées parfois de bâcler le travail parce que quand tu décides de ne faire que ça, il va peut-être falloir sortir 4, 5, 6 livres dans l'année pour espérer avoir un SMIC. Donc 4, 5, 6 livres, il y a un moment où tu es obligé de bâcler, tu es obligé de reprendre des recettes que tu as déjà faites et tu vas changer les petits pois par des fèves. Tu vas être obligé de faire des recettes, tu vas pas les retester, tu sais vaguement que ça fonctionne, tu espères que ça va passer un peu en marge. Donc toute cette précarisation incite aussi parfois à ne pas être aussi sérieux et aussi précautionneux qu'on aimerait. Donc on a une vraie refonte à faire du secteur, mais pour le moment ça fait partie des sujets tabous. Vous avez jamais lu un article là-dessus. On n'en parle pas au salon du livre, on n'en parle pas dans les médias. Les seuls qui commencent à bouger un peu sont les auteurs de bande dessinée, qui commencent effectivement depuis 1 ou 2 ans. On a un mouvement de fond pour réclamer une meilleure rémunération et qui permettent de professionnaliser cet aspect. D'accord, merci beaucoup. C'est un éclairage en fait qu'on a que très peu ça, de comment ça fonctionne. Et évidemment, la différence entre le livre à 5 € et le livre à 20 €, c'est pour 30 ou 40 recettes, c'est effectivement édifiant. Donc c'est là-dessus, vraiment faites attention. Regardez, on a l'habitude maintenant de le faire sur les produits. Quand on achète, on va effectivement retourner le pot pour voir la composition, pour voir si c'est produit en France, pour voir un peu les conditions qu'il y a derrière et est-ce que le producteur va être justement rémunéré. Vous pouvez vous poser exactement la même question sur les livres. Vous ouvrez, vous allez voir si c'est imprimé en France, en Europe, en Chine. Vous ouvrez, vous allez voir au dos, vous aurez le prix et à chaque fois, dites-vous, la personne qui a rédigé touche maximum 5% de ce que voilà.
Donc chercher toujours le bas prix, chercher toujours les petites collections, ça peut être bien et je comprends qu'on ait tous une contrainte économique, mais réalisez quand même que derrière, quelqu'un est censé pouvoir vivre de ce que vous... Enfin, et c'est aussi une question de valorisation du travail. En considérant que ce travail vaut 5% de 5 euros, le message quand même qu'on envoie aux auteurs et aux autrices, c'est que finalement, ils valent pas grand-chose. Alors justement, en parlant d'autrice, je me tourne vers Nora Bozzini, qui a fait deux ouvrages, Féminisme qui est paru en 2017 chez Nourriture Fu, et l'année dernière, Stexisme, en finir avec le mythe de la VG et du viandard, donc 2021, toujours chez Nourriture Fu. Donc deux ouvrages extrêmement foisonnants, où tu t'intéresses à la misogynie, à la domination masculine dans l'alimentation et les cuisines, les restaurants, et aussi, enfin moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans ces ouvrages-là, c'est les stéréotypes genrés dans le marketing alimentaire et qui régissent en fait nos comportements alimentaires. Et j'aurais aimé en fait que tu nous en dises un peu plus sur aujourd'hui les principaux défis pour que notre rapport à l'alimentation soit plus égalitaire et moins genré. Est-ce que vous avez 8 jours pour parler de ça? Oui, à manger et à boire. Non, alors les solutions c'est compliqué, il y en a beaucoup. Comment? Oui. Non, mais en fait, globalement, je crois que la solution à beaucoup de choses, c'est l'éducation et l'abolition du patriarcat. On va pas se mentir, hein, appelons une chatte une chatte. Non, mais on est pétri de contradictions, on est pétri de stéréotypes, qu'on le veuille ou non, qu'on se renseigne ou pas, même si on souhaiterait ne pas l'être ou qu'on prétend l'être moins, on est très, 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 tous et toutes perméables à la pub. C'est le but de la pub. C'est nous manipuler. C'est comme ça qu'on apprend à faire de la pub. On manipule les gens, on manipule l'inconscient des gens. Et moi, quand j'ai écrit Stexisme, en fait, j'avais écrit Stexisme parce que pour le premier bouquin, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de presse, invité à faire des conférences, tables rondes et tout, c'était très cool. Et un jour, j'étais invitée pour un colloque qui s'appelle Porn Food, Food Porn, et je pouvais faire ce que je voulais. Et donc, je me suis dit, je vais pas en parler de mon premier livre, machin. Bon, tiens, je vais montrer un corpus de publicité, de bouffe. Et les décrypter avec le public qui était là. Pour montrer à quel point ça manipule les inconscients et ça vous pousse à consommer des choses pour être la femme que vous voudriez être, en tout cas que la société demande à ce que vous soyez, ou l'homme. Et donc, j'ai trouvé plein de pubs, j'ai passé des jours à chercher des pubs, j'ai demandé à mon copain de faire du montage, car c'est son taf. Et voilà, gratuitement évidemment. Et donc, j'avais un corpus de plein de pubs pour les yaourts, pour du chocolat, pour de la viande, charal. Et je me suis dit, tiens, c'est hyper intéressant, oui, je m'envoie des plats. Et je me suis dit, tiens, vas-y, viens, en fait, tu fais un livre là-dessus, parce que t'as pas du tout parlé de ça dans ton premier livre, c'est incroyable. Et donc, le deuxième livre, j'ai proposé à Nourriture Fu de faire un truc sur les stéréotypes de genre dans la bouffe, parce que je me suis posé la question toute bête, et je dis bête parce que c'est vraiment question de base, c'est est-ce que les femmes et les hommes mangent différemment? Parce que, on sait très bien, si je vous mets une salade avec du quinoa, de la roquette, des graines de chia, de la grenade et du tofu frit, et qu'à côté je vous mets un steak frites, et que je vous dis, pour vous, c'est quoi le plat le plus féminin des deux? Bon, bah, je crois qu'il y a personne qui va dire, moi, le steak, j'ai toujours hyper féminin, vraiment, c'est un délire. Donc, je me suis dit, bon, ok, très bien, ça, bah, c'est très basique, hein, la question, elle est vite répondue, comme on dit. Et donc, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Mais en fait, est-ce qu'au fond, oui, est-ce que les mecs mangent plus de viande? Est-ce que c'est pas tant de caractériser un plat par un genre, c'est est-ce qu'effectivement, les hommes et les femmes, bon, bah, spoiler, oui. En fait, les femmes et les hommes mangent différemment. C'est l'étude 1K3, l'étude des consommations individuelles alimentaires en France, qui le dit. C'est pas moi, c'est accessible en ligne à tout le monde. Les PDF sont là, donc c'est pas je suis allée chercher un truc inaccessible. Et je me suis dit, bon, bah maintenant que ça c'est fait, parce que ça c'est ce que les gens pas très progressistes vous disent, oui, mais les femmes elles mangent plus de compotes, donc les femmes naturellement sont attirées par les fruits. Bon, bah non, en fait. Parce que la question c'est, ok, les hommes mangent 2,5 fois plus de viande que les femmes, boivent plus d'alcool que les femmes, les femmes mangent plus de compote, de gazpacho, mais est-ce que ça veut dire qu'on est né avec un gène du gazpacho? La réponse est évidemment non, je n'ai pas de gène du gazpacho, même si c'est très bon un gazpacho. Et il faut que la question, c'est comme plein de choses, bah, la culture, la socialisation, elle est là, et c'est pour ça qu'on va dire, ah, mais les hommes doivent manger plus de viande que les femmes, alors que tous les nutritionnistes et tout vous dit que non, les hommes n'ont pas besoin de manger 4 fois plus de viande que les femmes, c'est complètement absurde, au contraire.
les femmes cisgenres. Donc, est-ce que le mot cisgenre, c'est OK pour tout le monde ou est-ce qu'il faut le réexpliquer? S'il y a des gens qui savent pas ce que veut dire cisgenre, ils peuvent lever la main. Ah, non, mais c'est très bien, merci, il faut le dire, parce que je vais pas dire des trucs, si personne comprend, ça n'a aucun intérêt. Cisgenre, c'est que votre genre est celui qui vous a été assigné à la naissance. Par exemple, moi, quand je suis née, on a dit c'est une fille, et je me sens femme ou quoi. Voilà, donc cisgenre, inverse transgenre. Les personnes trans, c'est des personnes qui ne sont pas du genre qui leur a été assigné. Et c'est important de dire qu'il leur a été assigné, parce qu'il y a des personnes intersexes, bon bref, on peut en parler après si vous voulez. Mais bon, les femmes cisgenres qui sont enceintes ont besoin, et les hommes qui sont enceintes, les hommes trans, ont besoin de plus de protéines, ont besoin de plus de fer, et on les trouve plus dans la viande rouge, par exemple, que dans les lentilles. Bon. Et donc ça m'intéressait de savoir d'où ça sort tout ça. Et en fait, quand j'ai écrit ce bouquin, et que j'ai découvert comment on était passé d'un marketing du besoin. Donc, vous avez besoin d'acheter un aspirateur, tenez, il y a un aspirateur. Vous avez besoin d'acheter un yaourt, bah tenez, on vend du yaourt. Oui, à la pensée magique, concept anthropologique, à, qui est quand vous prenez vous êtes au rayon des smoothies, des jus de fruits et tout, et qu'il y a un truc qui s'appelle énergie, ou bien une tisane qui s'appelle Lucane. Voilà, et ben on vous vend pas la passiflore et la mélisse, on vous vend le fait que vous allez passer une bonne nuit de sommeil. Quand on vous vend un truc qui s'appelle force, on vous vend de la force, il y a du guarana dedans, machin, mais on vous vend l'idée que c'est de la force. Bon, on fait pareil, que ce soit avec de la bouffe ou avec des shampoings, j'en parle dans le livre, ou des savons. Les savons pour hommes, je peux parler 2 heures des savons pour hommes. C'est des briques anthracites avec du bois dedans, parce que les hommes ils se lavent avec des planches. Et c'est pas grave, c'est des écharpes parce que c'est un truc de bonheur. Parce que l'hygiène, c'est un truc féminin. Et le déodorant, exact. 48 heures. Qui dure 1 an. Ton déodorant dure 1 an. Ah, une goutte, comme ça. Casse des briques. Et le Axe, vous voyez bien le déodorant Axe. Voilà, même vous savez, vous voyez, je fais ça. Axe, il s'appelle libido, augmentation salariale. Genre, je mets du Axe pour être bon. Et là, les mecs qui sortent avec du Axe, déjà ils s'en mettent beaucoup trop. Est-ce que vous avez des gens qui mettent des Axes comme ça? Pardon, je parle plus. Tout le monde le sait ici. Et donc, il y a un truc de pensée magique. Les mecs se disent, je vais prendre Axe libido, comme ça, il y a pas beaucoup de monde hétérosexuel dans la publicité, apparemment, mais. Et donc, toutes les autres, elles vont vous dire, il a tué Axe, putain, j'ai pas envie. Et donc, c'est absurde. Et donc, c'est pareil avec l'hygiène. L'hygiène étant connotée comme quelque chose de féminin, apparemment, les hommes sont sales. C'est pas tout à fait faux. Non, mais c'est vrai, non, attendez, je suis misant jusqu'à 5 minutes. Mais c'est que statistiquement, on le sait très bien. On raconte quand même l'anecdote. Hier, on était au resto tout ensemble, et la serveuse entre, donc c'était un salon privatisé en haut, la grande table. On se sait bien que tout le monde profite de la private qui quand même va très bien avec l'exclusion. Et la serveuse est arrivée, et elle a dit, c'était quoi ça au début? C'était, il y a beaucoup de femmes ici. Et il y a un petit silence en mode, genre, qu'est-ce qu'elle va dire après? Genre, sister, viens, on te sauve de tes préjugés féminins. Et donc, elle dit, quelqu'un dit pourquoi? Elle dit, bah, vous sentez très bon. Et elle a dû avoir tellement de réunions entre couilles où ça sentait la chaussette et tout. Et je me suis dit, elle est là, genre, ça sent la fleur d'oranger. Ça sent trop. Bref, ça sent la bienveillance. Et du coup, non, on doit vraiment ça. Et donc, les hommes, quand on regarde les yaourts pour hommes, parce que oui, ça existe évidemment, ils sont. Mais oui! Les yaourts pour hommes, t'as pas lu mon livre? Et voilà, super! Et donc, il y a des yaourts vraiment marketés pour hommes. Et comment on sait? C'est que c'est pas forcément écrit for men. Sauf que s'il y en a un avec le symbole de Mars, hein, donc c'est vraiment ce genre les meufs. C'est qu'il y a écrit en énorme 46 grammes de protéines. Genre, vous mangez une poule, en fait, c'est un peu. Et il y a écrit force, machin et tout. Et donc voilà, ça pour dire que je parle énormément et que en fait, parce que je suis une femme, bien sûr, évidemment, je suis socialisée pour être là-bas. Mais donc voilà, je me suis demandé comment on fait, et pour répondre à ta question, parce que j'y répondais pas du tout, mais les solutions, évidemment, pour moi c'est basique, mais on le répète à chaque fois, c'est l'éducation. L'éducation, et attention, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe depuis le 19e siècle, depuis la première vague féministe, le 18e même? Il se passe que c'est les femmes qui éduquent les hommes. C'est nous, c'est vous qui écrivez des livres, qui faites des podcasts,
des vidéos et c'est vos frères, vos potes, vos mecs, vos darons, vos oncles qui disent « T'as pas une biblio à me donner pour... j'ai envie de me déconstruire ?» Et t'es là, eh bien, il y a un outil qui s'appelle Google. Et tu peux taper des choses. Alors moi, je veux bien leur donner des trucs, hein, mais ils les lisent pas. Et vous savez très bien, ils ne les écoutent pas. Et on doit leur faire des fiches de lecture. J'ai eu, il y a Roca et Tello, elle a fait un super truc, tu peux me résumer? Et tu me payes. Alors moi, à l'heure, je prends 100 €. Mais du coup, j'ai un stirette, donc on peut faire une facture si tu veux. Donc, quand je dis éducation, c'est pas genre nous, le temps qu'on a déjà, la charge mentale et tout, à bosser gratos là pour eux. C'est l'école. Parce que depuis le début, il faut qu'on parle d'un système, et je finirai là-dessus. D'un système, on parlait des quotas tout à l'heure. Merci Marie-Pierre Mandrive. Parce qu'il y a une phrase d'une PDG que je reprends à chaque fois. Sans quotas, on trouve des excuses. Avec des quotas, on trouve des femmes compétentes. Et on trouve des femmes tout court. Il y a un système à abolir. C'est aux politiques de s'emparer de l'éducation, pour une éducation qui soit pas stéréotypée, genrée, où des nanas se font crever de faim à 13 ans et demi, et c'est plus de 80% des anorexiques qui sont des filles, et bien il faut qu'il y ait l'éducation à l'école, donc il faut des politiques publiques dès l'école. Merci beaucoup. Et ce que tu dis là, ta conclusion, c'est ce que je porte dans mes recherches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la responsabilisation individuelle à outrance dans les comportements alimentaires est problématique et que l'alimentation est avant tout publique et politique, que ce soit dans ses enjeux de durabilité, d'égalité, etc. Merci beaucoup. Alors, Elisabeth, tu viens de Belgique. Tu as fait des études de journalisme. Je fais pas de caution exotique. C'est ça, on s'est ouvert au monde. Donc tu travailles sur les sujets de société, puis tu t'es intéressé plus à l'objet alimentaire et culinaire. Ce qui t'intéresse toi, c'est pas tant de parler des restaurants, mais c'est plus de parler de ce que dit de nous ce que disent le comportement alimentaire de la société. C'est ça qui t'intéresse. Alors tu as fait 2 saisons de podcast à la Tour pour la RTBF. Ensuite tu as eu une newsletter, donc qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Mordant. Et puis, depuis 1 an, tu es devenue rédactrice en chef du Fooding, avec cette volonté de traiter des sujets en mettant aussi une patte féministe, une patte inclusive. Et d'ailleurs, ton arrivée au Fooding est assez visible dans la ligne éditoriale quand on suit tout ça de près. Et justement, qu'est-ce que tu as fait au Fooding et qu'est-ce que tu veux faire au Fooding pour que ça continue dans ce sens-là? Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le fooding, c'est très paradoxal parce que je dis que je m'en fous de ce qu'il y a dans une assiette, ça ne m'intéresse pas du tout de faire des critiques, des chroniques. Donc moi je travaille pour un guide de restaurant qui donne des prix chaque année aux meilleures assiettes, aux meilleurs chefs et chefs. Moi je suis rédactrice en chef, donc je travaille pour la partie magazine. Donc je commande, je réceptionne des sujets d'articles et j'accompagne leur réalisation et puis je les publie. Je suis journaliste de formation, journaliste de profession aussi, et aujourd'hui j'ai la chance d'accompagner des autoristes qui ont des choses à dire et qui sont en accord avec la ligne éditoriale du Fooding, telle que je l'imagine un petit peu dans la petite tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait au Fooding? C'était pas ta question de base, moi j'avais préparé ça. J'ai mon petit téléphone sur mes... Mais qu'est-ce qu'on fait au Fooding? Ça fait 1 an que j'y suis, maintenant c'est vraiment 1 an en février. On a créé une rubrique qui s'appelle Hors Menu, qui sont des longs formats. En fait, on parlait tout à l'heure de la newsletter Mordant. Moi, quand j'étais journaliste, j'avais le souci, personne n'est intéressé dans les médias par ce que raconte la bouffe de nous. Moi, tout ce qu'on me demandait, c'était des recettes. Vous n'auriez pas des recettes? Et j'étais là, non mais en fait, je suis journaliste, je suis pas cuisinière, je suis pas chef, je suis pas consultante en food. Moi, tout ce que je peux faire, c'est aller interviewer les gens. Constamment, n'importe quel sujet, quel qu'il soit, on me demandait une recette. Et même si on faisait un sujet de fond, on disait « Ouais, mais tu pourrais pas quand même demander à machin de faire une recette ?» Parce qu'on peut rappeler aussi que les recettes, créer des recettes, c'est un vrai travail. On sort pas ça de sa tête ou le matin dans sa douche. Mais non, on doit demander constamment aux chefs, aux cuisiniers, cuisinières de sortir des recettes gratos. Donc voilà, moi ce que j'avais envie de créer avec de publier avec cette newsletter, c'était des réflexions, partager des écrits sur en fait ces liens entre société et bouffe,
Je dis pas gastronomie parce que gastronomie ça fait directement penser aux étoilés, et même si le fooding, le propriétaire du fooding c'est Michelin, moi je suis pas du tout forcément intéressée par les étoiles, etc. Donc on peut parler de l'alimentation de manière générale, les gens qui cuisinent pour vous, vous allez manger chez eux, enfin oui, on peut dire que c'est de la gastronomie, mais aujourd'hui la gastronomie, il y a quand même une espèce d'échelonnage de valeurs, ouais. C'est assez élitiste, le terme gastronomie, alors on peut dire bouffe et on dit ah c'est vulgaire et tout, moi j'aime bien. Donc qu'est-ce que j'étais en train de raconter juste Au fooding, avant? qu'est-ce que t'as fait? Au fooding, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé, qu'est-ce que je veux faire, c'est vrai. J'ai lancé une rubrique qui s'appelle Hors Menu, ce sont des longs formats autour de la bouffe et des liens de société. Alors je peux donner quelques exemples d'articles qu'on a sortis depuis un an. Pour moi le plus, c'est aussi un peu le plus violent en termes de réception, c'est un article qu'on a sorti qui s'appelle Queer Kitchen, on parlait tout à l'heure des femmes lesbiennes dans la gastronomie, femmes queer. On a sorti cet article sur, en fait, moi ce qui m'intéressait, c'est quoi le management dans un restaurant quand la chef restauratrice est une femme lesbienne. Et alors, quand on a sorti ce papier, on nous a dit non, mais on ne peut pas juger la cuisine de quelqu'un en fonction de son orientation sexuelle. J'étais là, ça n'a rien à voir. Moi, je veux pas savoir. Il n'existe pas d'assiette lesbienne. Il n'existe pas d'assiette lesbienne, gay, ce que vous voulez. C'est un fantasme. Par contre, il existe des managements en cuisine queer, mais simplement parce que ces personnes, elles ont traversé la société avec d'autres interactions avec les gens. Tu le disais vraiment très 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 bien tout à l'heure, les personnes queer, on leur jette constamment des stéréotypes à la tronche et elles sont écartelées entre un monde de femmes, un monde de personnes lesbiennes, entre un monde d'hommes, parce que forcément si on est lesbienne on est un peu moins femme quand même, c'est pas du tout ce que je pense. Donc voilà, c'est un article qu'on a sorti qui a une réception assez hyper intéressante et très bienvenue chez certaines personnes, et d'autres pas du tout comprises. Et je me suis dit allez, c'est pour ça que je suis là. C'est en lisant moi cet article que je me suis dit ah ouais, ça a quand même vachement changé quoi. Il y a une orientation éditoriale. Et je dois dire, en fait, cet article est écrit par Ella Martin-Gachot, parce que c'est pas moi qui écris les articles, c'est les autoristes. Et là, je out personne en disant que justement c'est une femme queer qui écrit cet article, et en fait c'est extrêmement important de laisser parler les gens de ces sujets, des personnes qui sont concernées, et en fait on évite un tas d'écueils. Alors parfois ça peut paraître un peu imbitable, quelque chose dans ce niveau, imbitable dans le sens que bah oui, en fait, c'est des gens qui réfléchissent à ça depuis bien plus longtemps que nous, parce que c'est intériorisé et qu'ils le vivent tous les jours. Mais en fait, ce sont des experts et expertes de leur sujet aussi. Donc oui, c'est le premier article qu'on a sorti, puis depuis on a sorti tout un tas d'articles. Par exemple, quand on parle de vin, moi ce qui m'intéresse pas, ça m'intéresse assez peu, j'aime bien picoler, voilà, mais ça m'intéresse assez peu de commencer à critiquer, chroniquer un vin. Par contre, comment travaillent les viticulteuristes pas dans les campagnes, mais dans leurs vignes, comment est-ce qu'ils sont traités par leurs banques, quelle pression ils vivent médiatique aussi à partir du moment où ils deviennent des personnes reconnues. Voilà, ça c'est tout ce qui m'intéresse aujourd'hui au fooding. Et une autre chose que je voulais dire, je parlais d'Ella tout à l'heure, mais aujourd'hui dans le monde médiatique, on dit Elisabeth Debourg est devenue la rédactrice en chef du fooding. En fait, le fooding c'est 20 à 25 personnes qui travaillent toutes ensemble. Nous on est je vais dire le chiffre en français, 90% de femmes au fooding, et on travaille vraiment autant qu'on peut, parfois on n'est pas d'accord, mais ensemble. Et donc au fooding, également Christine Doublet, et également Lucie Caudrelier. Enfin voilà, il y a tout un tas de personnes qui ne sont pas forcément jetées sur la front stage, comme moi j'ai pu l'être quand je suis arrivée, mais qui en fait font totalement partie de ça. Et c'est comme dans un restaurant, en fait, un chef
enfin qui c'est un chef dans un restaurant très connu aujourd'hui, qui sait qu'est-ce qu'il fait concrètement. Quand on parle des livres, c'est juste un exemple de la place qu'ont les gens, la place un peu géniale qu'on leur donne. Personne n'est un génie en fait. Donc c'est juste des personnes qui travaillent, qui sont passionnées, qui sont accompagnées d'autres personnes. Personne n'est génial. Et quand quelqu'un vous dit ah mais ça c'est vraiment un génie, il est brillant, etc. Franchement en général ça cache vraiment quelque chose de un peu dark. Merci beaucoup. Alors, Alvina, tu es journaliste, tu es aussi diplômée d'un CAP de cuisine chez Ferrandi. Tu as travaillé pour My Little Paris, donc avec la rédactrice en chef, et tu as lancé surtout, en 2019, tu t'es affranchie et tu t'es lancée en indépendante, et tu as lancé Cul de Poule, qui est d'abord une newsletter, un média en ligne, qui met en ligne des métiers et des femmes dans le milieu gastronomie afin de créer une communauté solidaire. Et puis aujourd'hui, tu as une annonce à faire, puisque l'idée c'est que Cul de Poule devienne un objet tangible, un objet papier, et donc tu lances aujourd'hui une campagne sur KissKissBankBank pour financer ce premier numéro qui portera sur les fromagères. Exactement, personne ne sort sans avoir participé à la campagne de financement participatif. Vous n'étiez pas au courant. On n'a pas fait l'événement payant, c'était pour ça. Alors pourquoi Cul de Poule? Alors pourquoi Cul de Poule, j'ai commencé par faire un mémoire sur la gastronomie française. J'étais jeune, j'avais des étoiles plein les yeux dès que je rencontrais des chefs connus. Tous les chefs étaient des hommes et à l'époque je m'en suis pas du tout rendu compte parce que pour moi je croyais tout ce qu'on lisait et tout ce qu'on entendait dans les médias, c'est-à-dire les chefs étaient des hommes. Je me suis spécialisée, j'ai fait une école de journalisme, j'ai fait un CAP cuisine et là la grosse claque, sur une promo de 14 on était 10 femmes. Et là je me suis dit tiens, en fait les femmes existent, elles sont là, elles sont dans les écoles et puis surtout elles sont dans les restos. J'en ai fait 2, on était plusieurs femmes, et là je me suis dit, il y a tout ce qu'on raconte et tout ce qu'on lit n'est pas du tout la réalité. Pourquoi est-ce qu'on continue à valoriser les hommes et pourquoi est-ce qu'on fait croire à tout le monde qu'il n'y a qu'eux qui sont capables d'être des grands chefs. Donc l'idée de Cul de Poule m'est venue à cette époque-là. J'étais jeune, j'avais pas forcément envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans la précarité aussi. Donc j'ai travaillé pour différentes rédactions et puis au bout d'un moment ça m'est revenu. Puis je pense aussi que j'ai commencé à assumer mon côté engagé et féministe et que j'avais envie de secouer un petit peu tout ce qui se passait et puis de mettre mon énergie en fait dans une cause qui me tenait à cœur. Donc voilà, en 2019 j'ai lancé Cul de Poule avec l'idée de valoriser uniquement des femmes qui exercent un métier de bouche. Donc ça peut être des fromagères, ça peut être des vigneronnes, des pâtissières, des boulangères, voilà, tout ce qui a trait à l'alimentation et à la boisson. Et pour un objectif très simple, en fait, leur donner un espace médiatique. Et puis surtout pour dire à toutes les femmes qui lisent ces parcours, elle l'a fait, moi aussi je suis capable de le faire. Et donc si j'ai envie de me reconvertir, si j'ai envie de me lancer dans ce métier-là, je vais pouvoir le faire parce qu'il y en a plein qui l'ont fait avant moi et c'est pas parce que je n'en entends pas parler dans les médias traditionnels qu'elle n'existe pas. Merci beaucoup. Alors, pour revenir sur les médias traditionnels et sur le livre de recettes, Déborah, je l'ai dit en introduction, en fait j'ai lu très récemment, mais vraiment très très récemment, un article de Frédéric Lemperre Beaulieu, donc au Canada, qui a travaillé avec d'autres chercheurs sur la question du livre de recettes et du livre de cuisine, en posant cette hypothèse. Est-ce que c'est un outil d'asservissement, finalement, le livre de recettes, ou est-ce que c'est un outil de transmission? Et c'était très intéressant cet article, parce qu'il y avait vraiment des avis extrêmement tranchés sur la question, et en fait, je ne m'étais jamais posé cette question. Est-ce que c'est un outil d'asservissement? Et toi qui baignes dedans, quel regard tu portes sur cette opposition? Je suis pas sûre déjà que ça soit une opposition. En fait, donc là, tout à l'heure, on a parlé de la question de qui écrit les livres de cuisine, et là, la question, c'est plus pour qui est-ce qu'on les écrit. Donc, historiquement, déjà, si ça vous intéresse, allez lire les écrits de Bruno Loriot. Donc, Bruno Loriot est historien, il est rattaché à l'UHCA de Tours, qui est
qui est une des universités les plus axées sur les sciences humaines et sociales dans le secteur de la gastronomie. Et lui, il s'était attaché, il avait fait une thèse sur le livre de cuisine. L'histoire du livre de cuisine au début des années 80, donc vous imaginez bien qu'un historien qui s'occupe du livre de cuisine au début des années 80, on lui a un peu fait comprendre que c'était pas hyper sérieux. Donc c'est très intéressant parce qu'effectivement au Moyen-Âge, Renaissance, les premiers livres de cuisine, ça s'adressait plutôt à des officiers de bouche dans les maisons, on était même, alors c'était même au-delà de bourgeois, c'était plus aristocratie, la noblesse. Donc ça s'adressait à des officiers de bouche, on était presque plus sur des ouvrages d'intendance d'ailleurs. C'était plutôt les ratios de qu'est-ce qu'on achète, comment est-ce qu'on consomme. Ensuite, on a effectivement quelques livres qui s'adressaient entre guillemets aux ménagères. Donc le ménager de Paris, c'était soi-disant donc un bourgeois qui écrivait les conseils de sa jeune épouse qui était beaucoup plus jeune que lui pour la tenue de maison. On a souvent confondu aussi cuisine et tenue de maison. Les premiers livres, on est plus presque dans les arts ménagers. Vous lisez les premiers Ginette Mathieu, donc Ginette Mathieu, je sais cuisiner 1932, lire la préface est fabuleux, c'est-à-dire, madame, quand votre mari rentre du travail le soir, surtout ne l'abrutissez pas avec vos questions de tenue de maison, ça ne l'intéresse pas, il est fatigué le pauvre, accueillez-le avec ses chaussons, un petit whisky, que les enfants soient en pyjama et presque couchés, et préparez-lui un bon petit plat. Donc pendant très longtemps, oui, on va dire, allez, entre deux guerres, on est clairement dans les conseils de bonne tenue de maison pour les jeunes filles de bonne famille, voilà. Ensuite, on a un premier marqueur, c'est Mapie de Toulouse-Lautrec. Donc Mapie, moi, est quelqu'un que j'aime beaucoup. Grande famille aristocrate française. Elle est née de Villemorin. Donc elle épouse un des petits-neveux du peintre Toulouse-Lautrec. En deuxième noces, elle avait déjà divorcé, donc déjà c'était un peu foutu pour elle. Sachant que quand elle était petite fille, au lieu d'apprendre à danser, jouer du piano et bien se tenir, elle allait embêter les cuisinières et elle allait apprendre à cuisiner. Et donc Mapie, après-guerre, se lance dans les livres de recettes, c'est elle qui a créé les fiches en fait dans le magazine Elle. Et vous avez des vidéos sur le site de l'INA qui sont absolument fabuleuses. Vous voyez cette grande bourgeoise qui parle comme ça avec sa capeline, son triple rond de perles, et qui vous explique en tout la pâte à crêpes. Donc c'est assez génial. Et on a le début de l'émancipation des femmes. Pareil avec Françoise Bernard, donc qui est une pure création marketing, puisque c'est une marque d'électroménager très célèbre, notamment sur Dijon, qui a eu besoin à un moment d'incarner la femme moderne. Donc on a pris, ils ont fait une sorte de casting et donc on a inventé Françoise Bernard pour parler aux femmes. Mais à la fois c'était aussi un outil d'émancipation puisque c'était lié souvent à des appareils d'électroménager. Vous avez la cuisine à l'électricité. Vous avez, elle a fait plein de livres sur les premiers appareils, les friteuses, des choses comme ça. C'est très lié à donc Seb, Tefal, Moulinex, des outils publicitaires qui sont en plus absolument géniaux d'un point de vue iconographique. Donc oui, tout ça, on suit aussi l'émancipation des femmes. Le but, c'était de leur faciliter la cuisine, qu'il y ait des robots qui les aident, qu'elles puissent se dégager du temps. Et ensuite, alors gros trou noir, mai 68 arrive. Et là, effectivement, les femmes brûlent leur soutien-gorge et ne veulent plus rentrer dans les cuisines. Et on se retrouve avec une génération où là, clairement, il y a une perte de transmission au sein des familles. C'est-à-dire beaucoup de jeunes des années 70 et 80 n'ont pas appris à cuisiner avec leurs parents parce que leurs mères ont refusé de leur apprendre. Il était hors de question que leur fille se retrouve coincée en cuisine comme elle-même avait pu l'être. Donc là, on est encore dans on va essayer de protéger les filles. On n'est pas encore dans on va essayer d'apprendre aux garçons. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre en ce moment et que le Covid a accentué. Donc le boom du livre de cuisine, on va dire, date des années 2010 à peu près, est lié à plusieurs choses. Donc rupture de la transmission au sein des familles, donc les jeunes ne savent plus cuisiner. Gros discours nutritionnel sanitaire un peu angoissant, c'est-à-dire que les jeunes générations, et vous l'avez sans doute tous vécu, on grandit quand même avec faut pas manger trop gras, faut pas manger trop sucré, faut pas manger trop salé, faut pas ci, faut pas ça. On ne donne pas forcément les clés en revanche pour faire bien. Donc il peut y avoir une sorte d'abysse, une sorte de peur du vide, de ok, il y a plein de trucs que j'ai pas le droit de faire, mais comment je fais? Et on a les scandales alimentaires, parce que les lasagnes au cheval de chez Findus, ça crée aussi une anxiété. Donc vous mettez tout ça, vous rajoutez 2 ans de Covid avec les restaurants. T'as eu la crise de 2008 aussi, la vache folle, enfin, il y a eu énormément de choses, crise économique, qui fait que ça coûte quand même très cher de manger dehors, les plats industriels,
c'est pas bon d'un point de vue nutritionnel, mais c'est surtout très cher au kilo, hein, quand vous regardez, mais ne serait-ce qu'une barquette de carottes râpées au kilo versus acheter des carottes et les râper soi-même, c'est phénoménal. Donc là-dessus, on rajoute le Covid, où là, les gens n'ont plus le choix. Alors là, c'est bien clair, du jour au lendemain, les restaurants ferment. Et j'ai vu à la librairie des personnes qui arrivaient et qui me disaient « Je n'ai jamais cuisiné de ma vie. Je ne sais faire que mettre au micro-ondes ou commander sur Uber Eats. » C'était des gens qui avaient 35 ans. Hein. Donc là, clairement, l'enjeu depuis 2 ans et l'enjeu des prochaines années, c'est de refaire cette transmission qui a été cassée pour tout un tas de raisons, hein, pour des raisons sociologiques, pour des raisons économiques, pour des raisons de... Donc on n'est plus du tout sur émancipation ou transmission, en tout cas genrée, on est plus sur une génération garçons comme filles qui a décidé de se prendre en main, qui a décidé d'apprendre à faire, qui comprend aussi le côté convivial de la table, qui est heureux. Le Coffee Table Book, maintenant, ça peut être un livre de cuisine. Il y a 20-30 ans, tout le monde avait La Terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand. Vos parents et vos grands-parents avaient ça sur leur table basse. Avec Télérama, depuis quelques années, on a tous Ottolenghi. Eh ouais, c'est Ottolenghi qui est le nouveau Coffee Table Book. Les livres de cuisine sont beaux, sont attrayants, ça donne envie. Les chefs, d'ailleurs, deviennent des outils. On ne les a plus dans les magazines uniquement relégués dans les pages cuisine, ça devient quelque chose de sociétal. On a eu des chefs qui ont fait la une de grands magazines, on a des chefs qui sont égéries pour des marques de montres, de chaussures, de vêtements. On assiste quand même à une mutation du secteur de manière très globale. Et donc le livre de cuisine suit ça. Et à l'heure actuelle, je pense réellement qu'on est revenu vraiment sur un outil de transmission beaucoup plus général, mais clairement non genré. On a d'ailleurs très peu de livres dédiés soit aux femmes, soit aux hommes. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu la cuisine pour les hommes ou la cuisine pour les célibataires. Ça, c'était des livres des années 80-90. On n'en a plus à l'heure actuelle. On n'en a plus. Et ça, c'est... Oui. Donc ça, c'est quand même un énorme effort. On en a un petit peu chez les enfants. On a encore les gâteaux de garçons, les gâteaux de filles, des choses comme ça. Mais c'est clairement très minime par rapport à ce qu'on a pu avoir. Donc, j'ai envie de dire, j'ai quand même beaucoup d'espoir sur la tendance générale du monde de l'édition. Tout n'est pas parfait, loin de là. Mais en tout cas, c'est quand même assez peu genré sur à qui est-ce qu'on s'adresse. Si je peux rebondir sur le genrage, le genrement, la genration des livres de cuisine, pour le deuxième bouquin, je m'intéresse beaucoup à la viande. Et en fait, quand vous regardez c'est la grosse exception quand même. Qui écrit des bouquins végétariens, cuisine végane et végétarienne. Il y a beaucoup de femmes, il y a quelques mecs, mais les mecs c'est ma boucherie végétarienne. Il y a toujours un truc. On en revient à la technique en fait. Et les femmes, tu connais Mythe, donc si je dis une connerie, tu m'arrêtes tout de suite, mais dans ce que moi j'ai pu voir et ce que je vois, les femmes qui écrivent des livres avec des recettes véganes et végé, il y a un côté healthy, et il y a un côté un peu sain. Les mecs, il y a un côté, on peut manger de la barbaque sans que ce soit de la barbaque. Il y a un côté fun chez les mecs. La bouffe, c'est fun, Oui, plaisir. Et nous, on a encore à se restreindre, à dire la nourriture, c'est sérieux, il faut absolument se nourrir. Ouais, et ça me renvoie aussi à quelque chose sur lequel je voulais vous interroger, vraiment je voulais suivre pas avec le micro, sur la question du corps. Parce que quand tu dis c'est quelque chose de sérieux, la nutritionnalisation, etc., c'est que ça nous renvoie aussi de manière très forte au rapport au corps. Les images que nous a montrées ce matin Estérel étaient flagrantes pour ça. La femme chef est voluptueuse, l'homme chef est bedonnant et tout le monde s'en fout. Alors sur le livre de cuisine, c'est vrai que j'inclus pas tout ce qui est santé, régime et compagnie, parce que là je considère qu'on est plus, et d'ailleurs c'est généralement dans les maisons d'édition, c'est pas forcément géré par le même service, on n'est pas forcément en vie pratique, parfois la santé bien-être est à part. Donc effectivement, sur le véganisme, ça c'est un sujet plus général que j'ai évoqué notamment avec Sébastien Cardinal, qui est un auteur vegan hyper militant, en disant je comprends pas pourquoi tu sors des livres qui s'appellent La boucherie végane, des trucs comme ça. Et en fait, ils sont dans une optique prosélyte. C'est l'idée est de convaincre effectivement des gens de devenir plus ou moins véganes en leur montrant que tu peux manger la même chose. Donc tu vas pas être exclu, tu vas manger ta saucisse, tu vas manger ton steak, tu vas manger... Donc là, on est dans une optique purement militante et effectivement, ça devient du marketing un peu genré puisque l'idée est de s'adresser un peu aux hommes. De la même manière, sur le barbecue, c'est vrai que Weber, la marque de barbecue, qui est en partenariat avec Larousse,
nous fait des livres, c'est biker et barbecue, c'est les hommes préfèrent le barbecue, c'est des trucs un peu bourrin, un peu. Mais pour moi, c'est vraiment en marche par rapport à toute la production éditoriale. On est sur de la micro-niche. En revanche, les livres sur le tofu, ils sont clairement pas genrés. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Donc on va dire, ouais, barbecue, c'est encore un peu des gros bourrins. Et sur les recettes, pour parler du camp, mais sur les recettes, dans mon livre, j'ai lu pas mal de recherches de plusieurs chercheurs-chercheuses, notamment un chercheur italien, qui allait voir les recettes écrites dans les magazines féminins versus les recettes dans les magazines hommes, du genre Men's Health, GQ et tout. Et ce qui est très intéressant, alors déjà les recettes pour hommes, il n'y a pas souvent mentionné le nombre de calories, par contre il y a le nombre de prot, hein, évidemment, parce que la prot c'est la vie, la prot c'est le mec. Et il remarquait que dans les recettes qui sont dans les magazines féminins, il y a beaucoup de recettes familiales. Alors que pour les hommes, c'est pour 2 personnes et c'est pour pécho de la meuf. Non mais genre c'est vraiment ça. Ils utilisent aujourd'hui leur grand-mère quand même. C'est vrai que maintenant il y a l'instauration des grand-mères, ça faut qu'on en parle aussi. Parce Voilà. que ça fait vendre. Ma mamie, elle faisait des raviolis et machin. Putain, tu lui as fait de la thune à ta mamie ou pas? Là, vas-y, elle est en EHPAD, là, ta mamie. Bref, bisous à Jean Humbert. Pas bisous à Jean Humbert. Vraiment, pas bisous du tout à Jean Humbert. Bref, bisous à sa mamie, Jean Humbert, si elle existe vraiment. Elle n'existe plus, mais bien sûr qu'elle n'existe pas, on sait bien, ça s'appelle le marketing. Bref. Non, et donc dans les recettes des magazines genre GQ et tout, c'est vraiment, donc déjà, je le redis, hein, mais apparemment, pour les magazines masculins et féminins, il n'y a que des gens hétérosexuels dans la vie, voilà. Donc bon, si t'as un mec, tu veux choper des gonzesses, point. Et donc c'est ça, c'est des recettes pour pécho. Mais comme dans les publicités, vous voyez les mecs qui font des gnocchis à poêler là, parce que c'est eux qu'on leur gamin le mercredi, pour une fois dans la vie ils ont leur gamin. Ou bien c'est, je vais te faire une poêlée bonduelle parce que je vais pécho. Alors moi, tu me pécho pas avec une poêlée bonduelle, en fait, tu m'empécho, tu me apécho. Mais du coup, les mecs, ils sont en train de devoir pécho, les gonzesses sont en train de faire à bouffer. Donc en fait, la bouffe est un moyen d'avoir du sexe. Donc on peut en parler pendant des heures aussi. Mais en tout cas, dans ces recettes-là, et d'ailleurs, autre chose sur les recettes, pour finir sur ça, dans les magazines féminins, c'est pas des recettes faites par des chefs connus. Dans les magazines pour hommes, c'est cuisine comme, et là, tu mets le nom du chef, cuisine comme Philippe Etchebest, cuisine comme machin, comme Gordon Ramsay et compagnie. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc, c'est la technique, c'est cuisine pour 2. Donc, c'est vraiment, t'as un but, en fait. Ton but, c'est d'apprendre une technique, de pouvoir dire, j'ai fait le plat de Gordon Ramsay, et pas de, j'ai fait un fucking batch cooking pendant 4 heures dimanche, pendant que tu regardes ton destination à la télé, et je sais pas pourquoi je reste avec toi, alors que ta sœur me plaît plus. Bref. Et il y a vraiment un truc encore une fois, là, c'est pas de la transmission, pour le coup. C'est pas la transmission, c'est un apprentissage d'un savoir technique par quelqu'un qui a des étoiles et qui est reconnu. Donc, on répond pas du tout à ta question sur le corps. On a hacké. Non, bah, du coup, je voudrais la poser à Vera, parce que... Bonne élève. Oui, la bonne élève. Non, parce que dans le livre de Vera, dans Elle cuisine, mesdames, on ne se dit pas. Dans Elle cuisine, il y a une iconographie qui est magnifique. L'iconographie de Elle cuisine, moi je l'ai trouvée super. Alors, il y a bien évidemment des recettes, et il y a des femmes chefs. Il y a beaucoup de femmes chefs. Et on l'a vu, la question de la représentation du corps, elle n'est pas neutre. Et je me suis demandé si dans ton travail de captation de photos des femmes chefs, c'était une question que tu avais intégrée sur la manière dont tu représentais la femme chef. Oui, de toute façon, il n'existe pas de marketing de la femme chef. Il est à inventer et on demande à chaque chef en fait de l'inventer toute seule dans son coin, ce qui est impossible. Parce qu'en plus, nous sommes des femmes et que quand on se regarde dans une glace, on s'aime pas. Donc, quand t'arrives avec ton appareil photo et que tu vas faire des photos, le mec sort de son resto tout de suite, quoi. Mais bien sûr. Et la femme, en général, se planque et dit non, il fallait me prévenir, je suis pas maquillée, j'ai des taches. Je dis non, mais avec Photoshop, je peux tout effacer, y a pas de souci. Mais je les rassure, mais pas sur les rides, mais sur la tache, le pli. La veste qui est pas repassée, on s'en fout. Donc mon objectif à moi était de les garder sur les photos vivantes, décontractées le plus possible, toujours en tenue de chef. Ça c'est très important parce que sinon elles sont pas légitimes de toute façon. Donc mais elles l'ont massivement intégré, c'est-à-dire que vous allez les voir même en soirée, en conférence, tout ça.
venir avec leur veste parce qu'elles ont compris que si elles l'avaient pas, oui, voilà, des dédicaces. Sinon, elles sont pas crédibles. Donc, toujours mais avec une réaction de femme à dire je l'ai pas repassé, il y a une tâche qui est pas partie. Et oui, bien entendu, je me pose la question sans arrêt. Donc moi, j'ai dû inventer un peu un marketing de femmes. Et j'aime bien les prendre en photo en plein travail, déjà pour voir à quel point en fait elles sont en train de faire et pas en train de poser. Voilà. Et ensuite toujours garder à l'idée qu'elles n'ont pas besoin de sourire, pas forcément. Accepter le fait qu'elles aient les cheveux attachés. Parce qu'elles ont raison là-dessus, je pense que là aussi, la femme chef avec les cheveux détachés, ça fait pas crédible. Mais ce qui est très compliqué, c'est de les rendre, je disais ça tout à l'heure, fun. Qu'elles acceptent d'être fun. Alors on le voit dans la cuisine, encore une fois, Dominique Crène, elle est à fond. Et elle n'en a rien à foutre, en fait, de paraître comme un homme chef, quelque part, c'est-à-dire qui mord la vie à pleines dents, qui est dans le plaisir, qui est... Et les femmes, non, elles ont quand même besoin de montrer que la cuisine, c'est sérieux. Donc voilà, mon marketing à moi en photo, ça a été de les rendre moins sérieuses. On repart sur cette chose de la bonne élève, en fait. Mais bien entendu, parce qu'on nous a toutes dit, petites, que si on voulait être écouté, il fallait avoir des bonnes notes. Et que si t'es pas la première de ta classe, tu la ramènes pas, en fait. Et donc, si nous toutes, effectivement, hier soir, on était 10 sur 12 à être bonne élève et 10 sur 12 à avoir fait allemand. Voilà. Ça compte double. Mais c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on ose l'ouvrir. Parce que on a l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir l'ouvrir derrière, quoi. Et ce que j'aimerais entendre, c'est toutes les mauvaises élèves, en fait. Qu'est-ce qu'elles ont à dire? Parce que même les chefs, vous remarquerez qu'elles ont fait pour pratiquement toutes d'autres études avant. Elles sont pas allées faire un CAP à 14 ans. Elles ont fait psychologie, elles ont fait pharmacie, elles ont fait lettres. Et après, elles viennent à la cuisine. Et bien entendu, elles parlent différemment. Quand on dit il y a une cuisine de femmes, non, il y a une approche de femme, mais parce qu'on a un discours différent qu'on a construit en vivant d'autres choses avant, en fait. Et donc, quand on pose, quand on se met en avant, il y a tout ça aussi qui compte. C'est comment la bonne élève va faire la faux folle, sans faire la délurée. Parce qu'on évite, là aussi, celle qui couche partout. Attention, pose pas, enfin, il y a aussi là où je faisais très attention, c'était, ne pas avoir un homme plus grand sur la photo. Parce que là aussi, les femmes ont aucun problème à reconnaître, qu'on les a aidées, ou qu'on les aide. Je travaille avec mon conjoint, je travaille en famille. Ce n'est pas mon succès seulement personnel, c'est collégial, et je pose avec mon équipe, et là ça les dessert tout de suite en fait en termes de marketing. Un homme qui dit ma femme travaille avec moi, on se dit ok, non, c'est normal, enfin voilà, bon, mais c'est quand même lui quoi qui a tout fait. Et par contre, et on le voit sur Anne-Sophie Pic, dès qu'elle met en avant son mari pour dire nous sommes deux, c'est ah ouais, enfin sans David, il y a pas d'Anne-Sophie, on l'a tout entendu 50 fois. Et ça fait mal parce qu'en fait notre honnêteté nous dessert. Et sur les photos, il faut pas être honnête. Voilà, les femmes, les filles, c'est hyper important. Et on peut essayer de changer les codes, mais on est dans un monde de communication où la photo, l'image. J'adore les journalistes, mais je veux dire effectivement une bonne photo, ça parle plus que 3-4 pages. Et donc la communicante qui vraiment réfléchira au marketing des femmes chefs, elle aura un avenir radieux. Et justement, Elisabeth, cette question du corps, de l'inclusivité, de l'iconographie, comment elle est traitée aujourd'hui au fooding? J'avais trop envie de réagir là-dessus. Et là, pour le coup, merci d'avoir posé la question que j'avais préparée. Non, mais en fait, nous, on ne parle pas du corps des femmes. Quand je dis à l'écrit, hein. C'est un truc qu'on a dans notre équipe. Donc moi, je travaille hyper étroitement avec ce qu'on appelle anciennement un secrétaire de rédaction. Donc moi, j'édite les textes. Donc il y a les autoristes qui écrivent. Moi, je les édite, donc je repasse derrière, je réécris des petits trucs. Je fais en sorte que ce soit un meilleur article, ce que j'essaie d'expliquer. Et mon secrétaire de rédaction, lui,
c'est un peu, c'est vraiment mon bras droit et c'est un peu l'œil de Moscou, quoi. Il doit repérer les derniers trucs qui passent pas. C'est un mec en plus, mais il est vraiment très bien comme homme. Et en fait, nous on a vraiment un truc, mais c'est presque, on se le dit pas. Mais jamais dans une chronique de restaurant, on ne va parler du physique d'une femme. Jamais. Qu'elle soit chef, qu'elle soit en salle, qu'elle soit sommelière. On n'a jamais utilisé d'adjectifs qui ont attrait à la féminité. Enfin, en tout cas, traditionnellement, dans les clichés. On va jamais dire un service très doux. On va jamais dire... maquillage parfumé. Oui, ou quelqu'un... Et même, en fait, parfois, on se torture. On est là, si on dit qu'elle est très énergique, est-ce qu'on n'est pas dans le contre-cliché? Et du coup, on devient cliché nous-mêmes. Donc, jamais, nous, on parle des femmes... on parle jamais de leur corps. Ce que j'avais envie de dire d'autre, et en fait j'ai adoré tout à l'heure la dernière slide de Estérelle, parce que c'est ça aussi une masterclass à un moment donné, c'est de donner des solutions, et vous ne travaillerez peut-être pas dans le journalisme culinaire gastronomique, mais vous aurez à un moment donné à écrire quelque chose sur quelqu'un, voilà, dans n'importe quel secteur, prénom, nom pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est trop facile, j'en vois encore tellement des chroniqueurs qui nous envoient des chroniques, en fait, le chef, il a un prénom, il a un nom, et alors la personne en salle qui en fait vivre un restaurant, qui est la devanture d'un restaurant, elle s'appelle Émilie. Et parfois c'est le cas aussi pour des hommes, il s'appelle Antoine. Non mais Antoine comment en fait? Pourquoi il n'a pas le droit d'avoir un nom de famille? Il a fait des études, ou elle a fait des études de sommellerie, ou bien est juste quelqu'un d'exceptionnel dans l'accueil, dans l'attention. Pourquoi on n'a pas le droit à un prénom et un nom de famille? Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire d'autres, mais j'ai plein de trucs en fait, de petits trucs qu'on essaie de faire par rapport à ça. On travaille ensemble, en fait au Fooding on écrit des articles, des chroniques de restaurants, on mène aussi des événements, enfin on organise des événements, et c'est un truc, c'est vraiment un réflexe, et je suis très contente qu'il est intégré partout, c'est qu'on essaie que ce soit le plus paritaire possible. Donc en fait nous les quotas on adore. On regarde vraiment un truc, la plupart du temps en fait on arrive à une liste de personnes et on se rend compte qu'effectivement il y a des femmes parce que c'est assez intégré, et si elles sont pas là, on est là, ok non, en fait il y a un problème. Pourquoi il y a 4 hommes et une femme? En plus vraiment être la seule femme au milieu de 4 paires de couilles, c'est vraiment très très chiant. Et donc on se dit non, ça fonctionne pas, et en fait c'est pas qu'elles sont pas assez fortes, assez intelligentes, assez pertinentes, assez intéressantes. C'est nous, on a raté quelque chose. Si on n'a pas trouvé les bonnes personnes, enfin c'est nous qui n'avons pas trouvé les bonnes personnes, ou alors qui avons été pressurisés par d'autres, par notre partenaire, etc., pour mettre des noms d'hommes en avant. Et donc nous, on a foiré quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, il faut faire confiance aux nouvelles venues dans le secteur, nouvelles venues UE. On en parlait tout à l'heure, on a très envie de mettre des grands noms en avant constamment. C'est très sécurisant en fait. Mais dans n'importe quel secteur aussi, c'est très sécurisant de dire monsieur machin brol qui a autant d'étoiles, ou qui est un producteur très reconnu, ou qui est un entrepreneur qui a reçu tel prix. Et en fait, il faut faire confiance aux nouvelles venues. Effectivement, elles n'ont pas tout le temps confiance en elles non plus, donc il faut leur faire confiance, il faut les accompagner parce que tout le monde, enfin en fait ces hommes ils sont constamment accompagnés, biberonnés, maternés par tout un tas de personnes, de femmes le plus souvent. Donc en fait il faut qu'on fasse la même chose pour les femmes et pour les nouvelles venues, parce que ça crée des nouvelles générations de personnes pertinentes, intéressantes, primées, etc. Là, tu vois, alors par exemple, ce matin, on a parlé de reconnaissance, et une personne du premier panel a dit « Moi, je ne cherche pas ça ». On l'entend souvent chez les femmes dire j'ai pas besoin de prix, j'ai pas besoin d'étoiles. On en a besoin pour effectivement, dans une conférence de rédaction, quand on cherche à mettre des femmes dans une liste, ça peut quand même beaucoup aider, oui. Quand même une inconnue, d'un coup, a un prix. Ça aide énormément. Donc si peut-être que vous avez pas envie d'aller chercher ces prix ou de faire ces concours,
Mais en fait, ça va aider la moitié de la population à être juste mise en avant. C'est ce que j'allais dire. Donc nous, chaque année, on remet des prix, meilleur restaurant, meilleur chef. Et par contre, ce ne sont pas des prix genrés. On ne remet pas de prix, comme le Michelin, par exemple, ou comme Goemio, ou comme comme les 50 Best. Nous n'avons pas de prix de la meilleure femme chef. On a un prix dû de la meilleure chef. Et donc, et en fait, c'est ça aussi. On n'a pas pris quelqu'un parce que c'était la meilleure femme. On a pris quelqu'un parce que c'était la meilleure personne. Mais par contre, on a été chercher consciemment des femmes, des hommes, des personnes queer, des personnes transgenres. J'espère qu'elles seront de plus en plus visibles et visibilisées. Et voilà, on a été chercher toutes les personnes qui sont là et pas que celles qui sont juste là sur le devant de la scène avec plein d'expositions sur elles et qui évidemment sont géniales parce qu'on ne fait que le répéter. Merci beaucoup. Une question de moyens. Enfin, Les hommes étant mieux financés, ils ont très rapidement une attachée de presse qui les met en avant sur le devant de la scène. Une attachée de presse. Une attachée de presse. Les hommes sont peut-être 10% dans ce métier, mais les attachés de presse vont biberonner, materner, mais aussi nous harceler pour nous expliquer que ce chef-là, il est super et qu'il faut absolument qu'on le suive, qu'on aille voir, qu'elles vont le pousser à faire Top Chef, elles vont le pousser sans arrêt. Ça a un coût. Et en fait, les femmes n'ont pas ce budget-là. Donc elles se lancent, comme je l'avais dit tout à l'heure, plus jeunes, dans des restaurants plus petits, moins financés. Le budget com et attaché de presse n'existe pas. Donc si effectivement le fooding, par exemple, ne fait pas ce travail d'aller vers elles, personne ne va venir vers vous. Donc c'est ça aussi, c'est primordial, ne pas attendre que l'attaché de presse appelle. Et beaucoup de journaux en sont là, malheureusement. Hein. Ils attendent finalement le communiqué de presse. C'est aussi, là c'est un problème aussi de système à nouveau. Et pour les facilités. Voilà, c'est ça, où en fait il n'y a plus d'argent pour la presse, donc on n'alloue pas de budget pour des chroniqueurs à aller en fait tester des trucs, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, et du coup d'être indépendant, de payer ses additions, etc. Et du coup, on peut juste être invité par des attachés de presse, par en fait juste les gens qui ont le fric, qui ont l'argent et qui ont le pouvoir, et du coup le pouvoir amène le pouvoir constamment. Ça favorise les hommes. Alors, Alina. Oui, puis il y a aussi tout, à nouveau, ce système qui ne valorise globalement que des hommes, et c'est les hommes, le nom des hommes qui font vendre. Et donc c'est assez compliqué, par exemple avec Puppoul, donc qui ne valorise que les femmes, c'est assez compliqué de faire comprendre aux gens qu'une personne, qu'une femme en l'occurrence, qui n'est pas connue, a un parcours qui est tout aussi passionnant qu'un chef qui est déjà partout dans tous les médias, où on connaît déjà par cœur son CV. Donc c'est aussi ça le cercle vicieux, et c'est ça qu'il faut essayer de casser, d'attiser la curiosité des gens en leur disant allez chercher aussi des personnes dont vous ne connaissez rien, lisez leur parcours et trouvez d'autres modèles. En fait, ça revient à la version plus globale des expertes aujourd'hui. C'est ça, Qui sont dans les médias, donc que ce soit expertes en gastronomie, expertes en sciences, expertes en n'importe quoi en fait. Et c'est le cercle vicieux. Voilà, c'est ça. C'est le dernier truc que je voulais ajouter sur les choses qu'on essaie de faire vraiment médiatiquement, c'est qu'en fait on va pas chercher les femmes que pour le témoignage et l'émotionnel, on va aussi les chercher parce que ce sont des expertes dans leur domaine, et en fait on cite leur domaine d'expertise, on cite leurs ouvrages, et ça crée, en fait ça renforce leur expertise et leur légitimité. Pour ça, Internet est un outil qui, en fait, si vous mettez une fois qu'une telle est sociologue, en fait, quand vous chercherez sociologue de l'alimentation, elle remontera dedans aussi. Voilà. Il y a un site du gouvernement, les expertes. Ouais, les experts, et d'ailleurs c'était un site qui était pour les expertes de métier, on va dire. Ouais. Et aujourd'hui, ce site est ouvert aux journalistes aussi. Tout à fait. Depuis l'année dernière, et je me suis inscrite avec entrain et enthousiasme. Et j'ai plein de consoeurs qui m'ont dit ah bon, mais t'as osé mettre ta fiche. Et je dis, tu vois, mais j'ai osé de quoi j'ai écrit 2 livres sur genre et bouffe, je suis spécialiste de séries, je travaille depuis que j'ai 20 ans, enfin je veux dire, évidemment que j'ai une affiche, mais genre, dès que le truc était ouvert, j'ai fait grave. Donc tu déposes une candidature, tu déposes, et après les nanas, elles valident ou pas, elles peuvent te dire, bah non, désolé, mais vous n'êtes pas assez experte. Et je dis, évidemment, je veux juste dire un dernier truc, promis, je fais court, sur la médiatisation et le corps féminin et tout, et on en a parlé avec Esther il y a pas très longtemps, lors d'un Zoom, c'est la mainmise des hommes sur les émissions culinaires. Voilà. Et c'est quand même un délire. Moi, quand j'étais petite, j'ai grandi avec Maïté. Maïté.
une femme grosse qui tabassait des animaux vivants à la télé, qui était pas en train de parler comme ça, de dire excusez-moi. Voilà, c'était Michel, voilà, il fallait forcément avoir. C'était son sidekick, c'était la Robin. Et aujourd'hui, on parlait tout à l'heure avoir une seule femme parmi plein d'hommes, ça s'appelle le syndrome de la Schtroumpfette. C'est vrai. Regardez le village des Schtroumpfs, il y a une femme, c'est la Schtroumpfette. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Parce Non, que mais non, mais en plus, c'est la création de Gargamel, en plus, la Schtroumpfette. en plus, la sorcière. Donc, c'est ça. Et donc, c'est atroce. Donc, en fait, c'est ça. Donc, c'est vraiment le truc le plus misogyne du monde. Donc, la Schtroumpfette, c'est ça, c'est... Bravo, Peyo. Vous n'avez pas apporté que des bonnes choses. Non, mais sur la Schtroumpfette, vous le voyez, maintenant, vous ne pourrez plus jamais ne pas le voir. Vous regardez The Voice. Une meuf. Oui, la saison All-Star, il y avait Zazie et Jennifer. J'aime beaucoup The Voice. Voilà. Parfois, il y a deux femmes. La nouvelle star, une femme. Top chef. Hélène fucking Darroze ou Arabian. La seule. Pourquoi? Voilà, dans les jurés, les invités, ça fait que un an qu'ils nous mettent Anne-Sophie Peach. Ces oreilles, c'est que beaucoup. Ouais. Oui, et une fois ça va, parce que bon, sinon, on va croire qu'il y a des femmes qui font la cuisine. Donc, c'est attends et tout. Je veux dire, vous verrez dans toutes les émissions de télé, vous n'aurez jamais un jury avec 3 femmes et un homme. Ça n'existe pas, car les hommes sont les détenteurs du savoir. Et sur les émissions culinaires, on a quand même eu, on en parlait tout à l'heure, un confinement, déconfinement, où c'est les femmes qui sont retrouvées à péter des câbles, notamment les mères de famille, en burn-out maternel. Les hommes ont publié plus de livres pendant le confinement qu'avant les confinements. Dans la recherche, les hommes ils ont tous soutenu leur LDR post-confinement. Voilà. Et pendant ce temps-là, qui apprenait aux femmes à faire à manger sur M6 tous les soirs? Cyril Lignac. Mais c'était pas lui qui faisait l'accès, c'était au grand bout. Voilà. Et on sait qu'il fait les recettes de Cyril Lignac, c'est une femme. Donc, on a quand même un savoir culinaire médiatique qui, aujourd'hui, on parlait de transmission, qui est l'apanage des hommes qui se sont emparés de ça à une époque. Et combien de femmes font la bouffe comme ça, par Julie Andrieux? Je veux dire, il y a peut-être 3 meufs qui font à manger, et sinon c'est que des mecs. Et Laurent Mariotte a l'air très sympathique. Et les types là en équilibre, non mais tu vois, genre, j'allais dire ce sera... Tu sais quelle étude a été faite là-dessus? Il y a une étude qui a été faite là-dessus, c'est une femme peut regarder une émission présentée par un homme ou une femme. Un homme va regarder une émission présentée par un homme. Et c'est le syndrome du sac à main. Et je pense, mais ça tu vas savoir mieux que moi, que c'est un peu pareil sur les livres. Est-ce qu'un homme est vraiment capable d'acheter un livre d'une femme chef? Alors déjà, il n'y a pas de livre de femmes chefs, puisque les femmes chefs n'ont pas d'attaché de presse, n'ont pas de budget, n'ont pas de temps, donc n'ont pas le temps d'écrire un livre ou même de le faire écrire par quelqu'un d'autre. Non, les livres de femmes chefs, c'est dramatique. On a Hélène Darroze, Anne-Sophie Pic, Stéphanie Lequelec, et Amandine Chéniaud, là, nous en a fait un, ça s'arrête à peu près là. Pâtisserie, on a Nina Métayer, Jessica Préalpato, voilà. Et est-ce que les hommes les achètent? Alors oui, là par contre les hommes, en pâtisserie oui, parce que l'expertise de ces pâtissières-là est reconnue même par des hommes. En revanche en cuisine, clairement pas. En cuisine, c'est effectivement une catastrophe. En même temps, les livres n'ont pas aidé, c'est-à-dire que le livre de Stéphanie Lequelec est pas non plus transcendant. Faut aussi parler de la qualité de l'ouvrage qu'il y a derrière. Il n'y a pas forcément non plus un intérêt, donc un homme aurait sorti le même livre, il serait pas plus acheté. Le livre d'Amandine Chéniaud l'a sorti chez Solar après le confinement. Il y a plein de choses de ratées dedans et effectivement, il n'intéresse pas des masses. Maintenant, je sais pas si les hommes conscientisent le fait de se dire j'achète pas, ça apparaît pas forcément sur la couve. Encore une fois, c'est plus le titre et c'est plus la couverture qui vont attirer que le nom. Tu t'en rends pas forcément compte, les livres sont pas, j'allais dire les livres de femmes sont pas roses. Si, celui de Stéphanie Lequelec était rose, ok. Mais ceux de Christophe Felder aussi. Et Christophe Felder, ça se vend à des centaines de milliers d'exemplaires, donc voilà, je sais pas. En tout cas, à la télé, ça c'est clair. C'est clair que. La femme n'a aucun problème à légitimité à un homme. La femme va présenter l'émission. La femme ne sera pas experte. La femme sera une potiche. La femme est une plante verte sur scène. La femme est. Une touche féminine. Mercotte, c'est la touche féminine. C'est Mercotte, c'est pas juste une meuf qui sont trouvées comme ça dans le cœur, c'est ouf. Et Etchebest, qui fait. Alors moi, j'aime quand je vais en cuisine, c'est atroce.
c'est un guilty pleasure total, parce que c'est pourquoi j'aime regarder ça, parce qu'il fait pleurer des hommes. On va croire que je suis la pire misandre, mais en fait, non mais c'est vrai, à un moment donné, c'est le seul moment où tu peux voir des hommes chialer et dire j'ai merdé, et c'est toujours, ouais pardon, et c'est toujours des mecs qui sont en couple hétérosexuel, et leur femme elle a souvent tout plaqué pour le rêve de ce mec qui était comptable, et qui va avoir un resto. Alors tout le monde lui a dit, mais c'est pas un métier, Jean-Paul? Tu vas pas avoir un resto. C'est une blague. Et donc la meuf est là, bah moi j'ai tout sacré pour mon mari, j'étais directrice générale de Nestlé, en fait, Jean-Paul il a un coup de cœur dans le perche. Et les mecs, ils leur parlent pas, ils baissent plus depuis 1 an et demi, leurs enfants c'est l'enfer. Et là, elle se met là, putain! Mais ta femme elle a tout plaqué pour toi! Et ils sont là genre, et ils font nous des épreuves dans les bois, tu sais, ils sont là, les yeux bandés, laisse Ghislaine te guider, tu vois. Et moi j'adore, tu vois ce que ça montre des hommes? Cette émission est géniale, hein. C'est vrai que ça c'est Pascal le grand frère pour les hommes adultes qui sont les enfants. Mais, non mais, je pourrais parler pour des hommes de télé. Non mais Etchebest, voilà par exemple, on était au salon du livre gourmand à Périgueux avec plusieurs autrices et femmes qui sont ici. Il y avait Etchebest qui était là, il y avait la queue. Il y avait François-Régis Gaudry et Etchebest. Et il y avait la queue, effectivement, c'était l'émeute. C'était vraiment, c'était genre Daniel Balavoine, le gars, quoi. Et les gens, qui est mort, quand je sortais de tout là, j'ai 105 ans. Et bref, et les gens faisaient la queue, t'es là, mais Etchebest, il fait quoi à la télé? Il est juré. Et il gueule. Et personne n'a jamais goûté cette Et j'allais, exactement, ce que j'allais dire, voilà, ce que j'allais dire, c'est que qui est allé, enfin, qui a les moyens, et qui est allé manger Etchebest? Et non, et le mec, c'est genre Dieu sur terre, quoi. Vraiment, c'est Dieu, il sauve des gens en restauration, il hurle sur des gens, il leur dit c'est pas assaisonné mais c'est très bon, mais du coup tu ne seras pas chef. Et il donne son avis dans le truc là, le pré-top chef là, avec des gamins, des gamins de 17 ans à qui il dit alors, ça avait l'air excellent, Marc, mais tu peux me présenter ça, Marc? Mais moi j'ai envie de savoir ce que Marc il va faire après. Je veux dire, il faut un soutien psychologique pour les gens qui... Et donc les hommes ils sont ça, à la télé c'est ça maintenant. Les femmes elles font des voyages, Julie, les carnets de Julie, on rencontre des gens, on peut pas parler dans le témoignage, dans l'affect, dans l'amour, dans la transmission. Et elle montre une nana qui est nobody et qui va te faire la ratatouille, machin, de sa grand-mère qu'elle a hérité depuis 3 carnets avant. Et elle te met la recette, et effectivement, moi, mes bouquins, quand je les ai sortis, le premier, des gens m'ont dit, c'est pas un livre de recettes. Et je vous jure, putain, ça s'appelle féminisme. Quand le sexisme passe à table, alors à part faire des recettes pour cramer le patriarcat, je sais pas ce que tu veux que je fasse. Et j'ai eu plein de gens, des confrères, des consoeurs, qui m'interviewaient. Alors moi, quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, c'est pas un livre de recettes parce que je suis une femme. On va pas dire un homme, ah non, c'est pas une autre semaine qui était écrit, l'autre con là, pardon, Émeric Caron là. Le mec, il dit, non mais pardon, mais juste, Émeric Caron, t'es un con, je suis filmé, j'en ai rien à foutre. Mais le mec, on va pas lui dire, ton livre antispéciste, c'est pas un livre de recettes véganes. Mais non, les hommes vont savoir. Donc, médiatiquement, les femmes, elles ont un corps, et les hommes, ils ont un cerveau. Et oui, je reprends sur le corps. Et ils ont vraiment il y a un savoir, voilà. Julie, elle va rencontrer des gens, Julien Bruyel, on va parler, prendre le temps, transmission, les mecs, ils vont te dire, ton plat est dégueu, ton plat est super, je te prends dans ma brigade, et je te fais pleurer dans 20 ans quand tu auras merdé avec ton resto avec Chantal pour quitter sa comptabilité, quoi. Mais pas écrire des recettes, c'est la double peine, parce que quand tu fais des recettes, on te dit que t'es pas crédible après quand tu prends la position de la critique. Oui. Moi, ça m'arrive régulièrement, comme je fais les deux métiers, écrire des recettes, c'est pas très sérieux, en fait. Mais si tu fais un livre où il y en a pas, ça va pas non plus. Dans tous les cas, tu perds, en fait. Tu peux pas être critique et ne pas savoir cuisiner, faire des recettes, c'est super paradoxe, là, il faut rester dans sa case, et quand tu en sors, on te reproche de pas y rester, en plus. Merci à toutes. On n'a pas le temps pour les questions parce qu'on a dit beaucoup de choses. Je ne peux vous encourager d'acheter tous ces livres qui permettent de rémunérer les autrices, on l'aura compris, et qui sont vraiment tous merveilleux, fabuleux et extrêmement éclairants. Si certains ont pris des livres à faire signer, n'hésitez pas à solliciter. Et on va enchaîner avec, je vous invite à retourner le temps à la table.